Avant de démarrer cette interview, je me permets une petite introduction en 3 points. Premièrement, il y a les sous-titres en anglais et en vietnamien. Donc allez activer ces sous-titres-là si vous ne parlez pas le français. Deuxièmement, étant donné la longueur de l'interview et la diversité des sujets abordés, j'ai mis dans la description les chapitres ainsi que les minutes à laquelle nous parlons de chacun des sujets. Donc, allez faire un tour dans la description de cette vidéo si vous n'avez pas le temps de regarder l'entièreté de cet épisode en une fois. Et la troisième chose que j'ai à dire avant de démarrer cette interview, c'est les 3 sujets abordés qui peuvent intéresser différents profils. Le premier profil qui va être intéressé, évidemment, c'est les personnes qui cherchent à venir s'installer au Vietnam. Dedans, il y a des informations d'une analyse de quelqu'un qui a pris 10 ans voire même plus, pour prendre la décision de venir au Vietnam. Donc il parle de comment il a mûri ses réflexions et finalement comment il est arrivé au Vietnam et qu'est-ce qu'il y a trouvé. Deuxièmement, ça parle aussi aux entrepreneurs, puisque dans l'interview, il parle de comment il m'a aidé à faire grossir mon auberge de jeunesse que j'avais au Vietnam. Donc ça, c'est très intéressant parce que j'étais jeune entrepreneur, c'était mon père, et il a une grosse expérience dans le monde de l'entreprise, et il partage ça dans cette vidéo. Et puis, je pense que le troisième sujet qui est très intéressant, c'est la relation père-fils intergénérationnelle. Donc ça peut aussi bien plaire aux parents qui cherchent à mieux communiquer avec leurs enfants. Et puis ça parle aussi aux enfants qui finalement ont du mal à comprendre les vieilles générations. Donc allez-y, regardez ça avec bienveillance et soyez constructifs évidemment si vous avez des retours, que ce soit positifs ou négatifs. Nous sommes sur YouTube, donc faites-vous plaisir, mais évidemment, nous invitons chacun à être le plus bienveillant possible. Sur ce, bonne interview et merci beaucoup. Alors, moi j'aimerais commencer par cette question-là. Qu'est-ce qui t'a motivé à changer de vie entre la France, une carrière où on aurait pu te garder jusqu'à ce que tu sois à la retraite et que tu finisses tes jours de cette façon-là, et puis le choix de venir au Vietnam et prendre des risques finalement, de retourner dans un pays que tu affectionnais forcément, étant vietnamien, mais que tu ne connaissais pas, et donc ce plongeon dans l'inconnu finalement. Tu commences fort, Nicolas, dans ta question. Tu commences fort. Alors, juste pour me présenter un petit peu, hormis de dire que je suis ton père, et je suis né au Vietnam. Hein. Je suis venu en France malgré moi, j'ai pas décidé de venir en France, mais j'ai vécu une grande partie de ma vie en France, pour lequel j'ai eu quand même une vie heureuse aussi en France. J'ai fait une belle carrière en France, puisque j'ai travaillé pour de grands groupes, hein, comme Gervais Danone, pour le groupe La Poste. Et j'ai travaillé comme chef de projet sur le réseau bancaire, manager, gestionnaire, etc. Donc j'ai occupé quand même un certain nombre de fonctions intéressantes et qui m'ont construit, et qui m'ont beaucoup apporté et pour lequel, évidemment, ça m'a toujours guidé. J'aurais pu continuer, effectivement, d'aller jusqu'à ma retraite, mais il y a eu beaucoup d'événements entre-temps qui se sont passés, qui font que, contre toute attente, j'ai changé de cap. Alors, première chose, premier cap, c'est que il faut savoir que de ma génération, quand on travaillait, notre plan de carrière, c'était relativement, entre guillemets, simple. C'était, je fais des études, je travaille, je fonde une famille, je construis, je travaille pour l'éducation des enfants et je ne me pose pas de questions dans ce domaine-là, de bien-être, tout ça. Donc ça veut dire que même si le travail ne te plaisait pas, eh ben, tu faisais en sorte que de vivre, de dire que je suis heureux, j'ai un travail et je peux effectivement subvenir aux besoins alimentaires, éducation, confort pour la famille. Et ça, c'était le cheminement de ma génération. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu m'as apporté une autre vision, de parce que tu as une autre éducation, et aussi parce que tu as suivi des études, hein, que moi, je n'ai pas eu cette chance-là, qui t'a apporté de nouvelles connaissances, une autre façon de voir les choses.
est tout à fait intéressant. Le deuxième des clés qui font que les petits voyants qui s'allument, c'est que tu as décidé courageusement d'aller voir le pays, mon pays natal, de découvrir mes racines, chose que à chaque fois j'ai poussé les limites parce que pour des raisons, des raisons toujours avec des excuses, d'abord subvenir aux besoins de la famille, d'abord les études, d'abord ceci, d'abord cela, et finalement jamais penser à soi-même. Troisième déclic qui fait que j'ai basculé aussi. J'ai travaillé pour un groupe pour lequel j'ai gravi pas mal d'échelons, pour lequel j'ai eu beaucoup de réussite. J'étais le meilleur dans mon métier, je pense. J'étais le meilleur dans ce que je faisais, mais je n'étais plus heureux dans ce que je faisais parce que plus on me demandait des objectifs, plus je les réalisais. Ça a pu être une satisfaction, mais c'était en décalage par rapport à mes valeurs. Je m'explique. J'étais chef de projet, sans arrêt chef de projet, puisque même si j'avais une direction commerciale à gérer, des performances commerciales, des performances de gestionnaire, tout ça, on me donnait en parallèle toujours des gros projets à gérer, et notamment le changement, les réorganisations. Et sans arrêt, mon organisation passait en réorganisation tous les ans. Et évidemment, quand on dit réorganisation, on dit productivité. Et qui dit productivité, ça veut dire que vous devez diminuer le nombre d'effectifs avec lesquels que vous travaillez dans votre équipe. Donc, toujours annoncer du moins et jamais du plus. Ça n'a pas été forcément quelque chose à un moment donné favorable pour le bien-être de mes collaborateurs. Mais j'y arrivais. Mais à un moment donné, c'était plus possible pour moi de dire tu compresses les hommes. Tu es là pour exploiter, presser, je dirais, le potentiel humain. Et pourtant, j'étais le meilleur dans ce domaine-là. Et j'étais très inventif, très imaginatif dans les modes d'organisation, dans la structuration, dans les modes de gestion, comment trouver des leviers de performance. J'étais, je pense, un des meilleurs. D'ailleurs, j'étais parmi les 25-50 meilleurs managers du groupe, dans ce domaine-là. Donc, c'est pas pour rien sur un réseau qui compte à peu près 24 000 agences. Mais pour moi, j'étais complètement en décalage par rapport à mes valeurs personnelles. Et pourtant, je résistais, comme le roseau face au vent, tout ça. Donc, je résistais terriblement. Et ensuite, il y a eu un autre déclic, aussi un rêve que je caressais et que je n'osais pas franchir le pas, c'est l'entrepreneuriat. J'ai aussi réalisé un restaurant pour lequel avec ma femme, j'ai monté un restaurant, un petit restaurant, sans prétention, mais malgré tout, on arrivait à performer, à faire de la bonne qualité, à avoir tous les indicateurs d'un bon restaurant, avec un bon prix, un bon price, avec ce qu'il y a dans l'assiette, fait maison, une convivialité du restaurant, tout ça, et pour lequel, pendant 3 ans, je veux dire, beaucoup de mes confrères qui étaient aux alentours venaient voir comment on faisait, comment on pratiquait, parce que c'était pas possible que dans le secteur où nous étions, parce que j'étais en plein dans le rural profond, c'était pas en zone urbaine, et j'attirais des clients qui venaient 50, 60, 80 km à la ronde. Et après, j'aurais pu continuer aussi le restaurant, sauf qu'il y a un autre événement qui est apparu, qui s'appelle le Covid. Alors, le restaurant, il a dû être fermé, mais malgré tout, j'ai trouvé d'autres leviers pour faire fonctionner le restaurant autrement. Et notamment, j'étais, dès le premier jour, un des tout premiers restaurateurs à faire de la vente à distance. Donc, j'ai bousculé un petit peu la façon de voir les choses, les habitudes des confrères, pour lesquels, bien sûr, j'ai eu tous les noms qu'on pourrait imaginer, pour me dire que je n'avais pas le droit de le faire, mais malgré tout, j'ai résisté pendant tout le Covid et j'ai travaillé pendant tout le Covid. Mais pour moi, ça ne me suffisait plus. J'avais fait le tour, j'aurais pu dire qu'après le Covid, j'aurais pu monter un deuxième restaurant, mais ça ne me suffisait plus, j'étais plus assez heureux dans ce que je faisais. Et pourtant, Dieu sait que même si j'ai vendu mon restaurant,
ça me manque un petit peu, mais voilà. Et l'ultime de tout ça, eh ben, de me dire, je vais changer de vie. J'ai envie de changer de vie. C'est ce que je suis en train de vivre en France, avec la pression fiscale, avec tout ce qui se passe, parce que ça commençait à avoir une détérioration, je dirais, de l'atmosphère, du climat social en France. Et vous voyez, je présentais les choses, je lisais la presse économique, politique, tout ça. Tout commençait à se dégrader. Et je me disais, mais ce pays que je connaissais, qui est la France, que j'aime énormément par sa diversité, par sa richesse, par sa gastronomie, par sa géographie, par son histoire et par les gens qui sont magnifiques, eh ben, j'étais plus heureux non plus et je ne me retrouvais plus. Et donc, c'est là que j'ai décidé de dire, il faut que je tourne la page. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout vendu, je me suis débarrassé de tout et je suis venu au Vietnam avec 2 valises. Tout ce que j'avais accumulé pendant des années, je l'ai distribué, vendu et je me suis débarrassé. Je ne me suis pas encombré de matériel, je ne me suis pas encombré de souvenirs. J'ai voulu tourner complètement la page. Voilà. Donc ça, c'est la parenthèse qui dit motivation, bascule. Et puis aussi, évidemment, la motivation, c'est que j'avais mes enfants qui étaient au Vietnam à l'époque. Quand je dis mes enfants, j'ai toujours mon fils au Vietnam, qui s'est marié au Vietnam. Et j'avais ma fille aussi qui était à l'époque aussi, qui habitait au Vietnam. Maintenant, elle habite plus au Vietnam. Donc, c'était une motivation supplémentaire pour retrouver mes enfants. Avec la période Covid, on n'a pas pu se voir. J'ai pas pu me déplacer pour les voir. Donc, ça me manque un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est la parenthèse. J'arrive au Vietnam. Pourquoi finalement choisir le Vietnam? Et pourquoi quelqu'un qui aujourd'hui peut-être est français, a des origines vietnamiennes, pourrait y trouver son compte? Et qu'est-ce qu'il pourrait trouver en arrivant au Vietnam? Qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire à ces gens-là? Donc, cette présentation étant faite, je voudrais revenir un petit peu par rapport à ce qui m'avait plu quand je t'avais rendu visite il y a plus d'une dizaine d'années maintenant à Ho Chi Minh et que j'étais venu exprès pour te voir quand tu avais ton hostel à Ho Chi Minh et pour lequel je t'avais dit que je viendrais spécifiquement pas pour faire du tourisme mais surtout pour faire un audit de ton activité et te donner aussi quelques recommandations, pas des conseils mais des recommandations de ce qui serait bien pour faire. Et ça a été très marquant. En même temps, pour moi, c'était riche de connaissances, riche d'expériences pour moi, puisque j'arrivais évidemment dans un pays qui est mon pays, certes, mais pour moi, en fait, un pays qui est complètement inconnu, que j'apprenais à réapprendre et qui me donnait donc après, pour plus tard, quelques motivations supplémentaires pour venir, pour décider de faire le pas et de m'installer et d'y vivre définitivement. Donc, petit zoom en arrière, j'étais venu donc, tu te rappelles Nicolas, en décembre à l'hostel. Je passais 3 semaines, donc tu démarres ton activité. Alors évidemment, j'étais venu avec mon bagage de connaissances pour venir en soutien, en support à Nicolas. Et c'est là que j'ai vu que j'ai toujours plein de choses à apprendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, je continue à apprendre. Ça, c'est beaucoup de motivation, c'est toujours apprendre, apprendre, apprendre. Ne jamais s'arrêter d'apprendre et de connaître. Mais surtout, une chose qui est importante pour moi, qui m'a aussi aidé pour moi, honnêtement, c'est de gagner en humilité. Parce que généralement, quand on a l'esprit, par exemple, comme les Occidentaux, on pense que notre façon de faire les choses est toujours la meilleure. Il n'y a qu'une façon de voir les choses, c'est la nôtre. Or, évidemment, ce qui est intéressant, c'est si on arrive avec des yeux neufs, avec un état d'esprit neuf, avec une écoute neuve, on apprend d'autres choses.
On apprend qu'il n'y a pas qu'une vérité, mais plusieurs vérités, une façon de voir les choses, mais plusieurs façons de les choses, et que ces façons de voir les choses sont aussi bonnes, elles sont aussi comparables, et qu'il faut savoir être humble. Et ça m'a servi quand je suis revenu en France aussi, parce que pour être un bon manager, il faut aussi être capable de s'adapter. Et donc là, l'esprit de s'adapter au Vietnam est tout à fait normal. Donc ça, c'est une chose qui paraît simple en le disant, mais le mettre en pratique n'est pas forcément facile parce que le naturel revenant toujours au galop, on se dit, dans mon domaine d'expertise, je suis toujours le meilleur. Or, c'est pas vrai. Dans son domaine d'expertise, nous avons toujours quelque chose à apprendre des uns et des autres. Et le Vietnam m'a appris beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et j'en remercie déjà ce pays qui m'ouvre d'autres perspectives. Ce qui m'a frappé énormément quand je suis venu au Vietnam, c'est que tout est possible. La France, quand on fait les choses, c'est quelque chose de trop compliqué. Ça devient impossible, embourbé avec des règles, multi-règles. Alors, on peut peut-être reprocher au Vietnam qu'il n'y a pas assez peut-être de normes, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela. Alors, on est dans le paradoxe de dire on veut fuir des règles, mais on veut des règles. Non, tout est fait avec une certaine fluidité. Je prends l'exemple simple. J'entends beaucoup des commentaires, par exemple, disant circuler au Vietnam, c'est très exotique. Alors, c'est très péjoratif de dire ils conduisent n'importe comment. Mais pourtant, quand on regarde les choses, c'est quelque chose qui a une certaine logique et tout à fait sécurisant. Moi, je ne me suis jamais trouvé en insécurité dans la façon de circuler, mais il faut comprendre comment les gens fonctionnent. Et c'est ça qu'il faut intégrer, leurs habitudes, leur mindset, comment ils se comportent, comment est leur logique, comment ils se comportent individuellement et collectivement. Et ça, c'est quelque chose qui fait que si vous comprenez tous ces leviers-là, ça vous permet de réussir et de pouvoir vous intégrer dans ce pays. Je donne cette image de circulation. Moi, quand je circule au Vietnam, je ne me sens jamais en insécurité et pourtant, vous le savez, ça part, ça déboule de tous les côtés, mais il faut bien comprendre les choses, comment ça fonctionne. Et quand vous avez compris les choses, c'est tout à fait normal. Par exemple, pourquoi s'arrêter quand on tourne à droite? Ça me paraît de bon sens. En France, il nous faut des réglementations, des feux rouges, des stops, des priorités à droite, des radars. Toute une somme qui fait qu'au bout, qu'est-ce qu'on fait? On oublie les règles, on n'applique pas les règles, on essaie de contourner les règles, on fait en sorte d'aller encore plus vite, donc plus dangereux. Donc, le fait que ça crée une insécurité permanente sur les routes. Donc, vous voyez, cette idée-là est applicable à l'entreprise, c'est pareil. Je me souviens très bien, quand je suis venu faire l'audit chez toi, je me suis posé, et comme je le fais habituellement pour analyser les organisations, pour voir les forces, les faiblesses, et qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment développer le chiffre d'affaires, tout ça, etc. Donc moi, je me suis posé pendant 3 jours. J'ai observé l'organisation, j'ai observé l'univers du travail, j'ai observé les clients et ça m'a donné beaucoup d'idées et ça me permet pour chacun des personnes qui souhaiteraient avoir cette analyse de dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends de mes clients, qu'est-ce qu'ils disent mes clients, que fait mon personnel, quelle est la motivation de mon personnel, comment il fonctionne mon personnel, quels sont les leviers de motivation de mon personnel. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental avant des idées toutes faites, préétablies, des recettes qu'on dit, je sors d'une grande école, on m'a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Non, il faut d'abord se poser, regarder l'organisation, regarder les clients, quelles sont les motivations, comprendre la culture des gens, des clients, de son personnel pour pouvoir faire des choses. Alors évidemment, on n'oublie pas ce qu'on a appris. Je ne dis pas ce que tu as appris, il faut le mettre aux orties, bien au contraire, il faut le garder parce que ça fait partie du plus. Mais dans un premier temps, un pays comme le Vietnam, il faut sans arrêt être à l'écoute, voir les choses, savoir voir les choses. Ne pas regarder, mais savoir voir les choses et de comprendre les choses. Ne pas simplement les écouter, mais comprendre la façon dont ils fonctionnent. Et ça, c'est quelque chose qui est
très compliqué puisque c'est, vous voyez, on a 13 000 kilomètres et c'est à l'heure actuelle, le monde occidental ne comprend pas le reste du monde et le reste du monde ne veut pas le modèle occidental. Et c'est compréhensible parce que chacun a une façon de voir les choses qui est tout à fait intéressante. Alors, autre chose qui m'avait interpellé quand j'étais à l'hôtel, et c'était toi, Nicolas, qui m'avait fait un peu réagir. Évidemment, tu étais dans ton activité, tu avais plein de motivation, mais tu étais un peu le nez dans ton guidon et tu avais des freins, hein, en disant je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Je dis comment ça, tu ne peux pas faire ça? Qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui peut t'en empêcher? Faut pouvoir poser les bonnes questions. Quand on dit je ne peux pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Et je me rappelle la réflexion à l'emporte-pièce que je t'ai dit, Nicolas, tu as peur de gagner de l'argent. Tu as peur de gagner de l'argent. C'est pas possible. Et il me dit, ouais, tu comprends, si je fais si je fais au niveau des prix, ils peuvent aller au coin de la rue. Je dis, et alors? Et alors? C'est pas un problème. Il y a de la place pour tout le monde. Le client est choisi là où il veut être. S'il veut sortir de l'hôtel, s'il veut rester à l'hôtel, il choisit la façon de voir. C'est pas à toi de dire je ne peux pas le faire. Tu appliques quelque chose, il faut le faire, il faut proposer du service, il faut apporter le plus. Après, deuxième chose que j'essayais de t'inculquer, c'est un peu l'image. Alors, je vais vous avouer deux images qui me reviennent toujours sans arrêt dans la façon de voir les choses, comment motiver les gens, comment se différencier. Hein, par exemple, je prends par exemple l'image de Total. On connaît tous l'enseigne Total. Hein. Quelle est la différenciation de Total, à votre avis? Total, on le connaît, bah oui, c'est un pétrolier. Alors, on ne va pas parler le côté environnemental, hein, ça c'est quelque chose, mais qu'est-ce qui fait que l'image de Total, à un moment donné, parce qu'ils ont opéré une grande révolution au sein de Total, qui est connue, et à ton avis, qu'est-ce qui a marqué Total pour qu'il opère le changement? Pourquoi on va à Total? Moi, quand je vais à Total, sur les aires d'autoroute, je ne vais pas prendre de l'essence, parce que l'essence est trop chère. Alors certains prennent de l'essence par nécessité, mais je vais à Total pour faire ma pause, évidemment, mais pour aller aux toilettes. Et les toilettes chez Total sont toujours propres. Vous allez, parce que la différenciation, c'est l'élément bénin, banal, qui fait que les clients ont joint l'image de Total, l'enseigne, en disant je vais pour une pause, une expérience agréable, plaisante. Bon, en même temps, le premier besoin, c'est d'aller aux toilettes. Hein, alors, trouver des toilettes propres. D'ailleurs, vous avez des questionnaires de satisfaction, etc. Puis après, quand vous avez franchi cette étape-là, vous allez prendre votre café, vous allez acheter des snacks, vous allez manger, etc. Vous consommez ensuite. Vous êtes consommateur supplémentaire parce que vous avez apporté une différenciation. Donc ça, c'est un élément pour lequel ça m'a toujours un petit peu animé en termes de réflexion, tout ça, etc. Et la deuxième image que je pourrais apporter qui concerne le personnel, l'image, elle est relativement simple. C'est l'image que j'avais quand j'ai travaillé chez le groupe BSN, Gervais Danone à l'époque. Il y a cela à peu près 30 ans. La percée de Danone en Chine, parce que, par exemple, c'est les produits laitiers. Quand Gervais Danone s'est implanté en Chine, ça ne fait pas partie des habitudes alimentaires, hein, les produits laitiers en Asie. Un des défis de Danone qui a été compliqué à mettre en œuvre au départ a été le point de vue de l'hygiène. Parce que l'hygiène telle qu'on voit en Occident n'est pas pareil en Chine, en Asie, même au Vietnam. Hein, le Vietnam un jour changera, hein, puisque le Vietnam aussi évolue, comprend très vite. Mais bon, ils ne sont pas encore à ce niveau tout à fait au stade, mais ils vont y arriver rapidement. Eh bien, en Chine, le problème, c'était le problème d'hygiène. Par exemple, le personnel qui pouvait cracher par terre, etc. Donc, parce que ça fait partie, comme ça. On ne juge pas. Il faut ne pas juger, il ne faut pas réprimander, il ne faut pas juger. Mais par contre, il faut jouer sur les cordes sensibles
qui permet au personnel d'apporter une motivation. Et la seule motivation que Gerben Danone à l'époque avait trouvée, c'était de jouer sur la corde sensible des enfants. C'est à destination de personnes, notamment les enfants. Si les enfants tombent malades, vous comprenez que ce sera de votre faute. Et donc ça, c'est une corde sensible, puisque les enfants en Asie, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est le centre de l'univers, de la famille, l'enfant. Et donc, il n'y avait pas besoin de parler de primes, d'intéressement ou quoi que ce soit. Le fait de jouer sur ce levier de motivation a permis de motiver le personnel, de dire « Ok, on ne fera plus ça ». Ça a été quelque chose d'extraordinaire pour Danone à l'époque. Et ben pour l'hôtel, c'était pareil, si tu veux. Pour l'hôtel, c'était pareil. Chercher des aimants à la fois de différenciation, de levier, à la fois pour ton personnel, parce que tu ne pouvais pas être tout le temps derrière le dos de ton personnel. Il fallait rendre responsable le personnel, et ce qui n'est pas forcément facile d'abord au Vietnam, puisque avec le fait de la guerre, donc toute l'évolution, par exemple, que nous avons connue en France, cette évolution est un peu décalée, beaucoup décalée au Vietnam, puisque je rappelle que la guerre s'est terminée en 73-75, et que, évidemment, c'est pas si loin que ça. Il a fallu tout reconstruire, et les priorités du pays, c'était pas ce qu'on pourrait imaginer. Ça a été un challenge inimaginable. Et donc, de ce fait-là, cette révolution va s'opérer très rapidement, puisqu'au Vietnam, ils apprennent très rapidement les choses. Et donc, il fallait que pour ton hôtel, que tu trouves des leviers de motivation, et puis aussi comment te différencier. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, la différenciation pour ton hôtel, il fallait que tu augmentes, par exemple, ton service, vendre plus de services, plus de clés en main. Alors, donc après, tu t'es développé dans le développement des tours, tu as développé de laundry, tu as développé plus le service de petit déjeuner. Alors, évidemment, ça donnait beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, tout ça, etc. Mais quelque part, ça apportait beaucoup plus de choses dans le panier moyen, parce que cette notion de panier moyen faisait que tu développais ton chiffre d'affaires. Donc, et tu apportais aussi de la satisfaction aux clients, parce que beaucoup de clients, même s'ils viennent au Vietnam, se sentent aventuriers, néanmoins aiment bien ce petit cocon de dire je me repose pendant une journée, 2 journées à ne rien faire à l'hôtel, et je trouve tous les services malgré tout à l'hôtel. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y en a que, de toute façon, même si tu leur proposes une multitude de services, ils iront à l'extérieur. Mais tu as une multitude de clients qui, je les voyais, ils aimaient bien se poser, passer même la soirée à boire des bières, sans compter là-dessus. Et eux, ça leur plaisait bien. Et donc, il fallait que tu cibles ce segment de clients, développer le service, développer la valeur ajoutée. Et donc, évidemment, ça te permettait d'augmenter ton chiffre d'affaires. Par rapport à ton personnel, soit voir quelles étaient les motivations de ton personnel, peut-être avoir plus de jours de liberté, peut-être organiser ça, voir peut-être comment avoir plus d'intéressement au chiffre d'affaires, par exemple, parce que au Vietnam, on aime beaucoup l'argent, et on aime bien montrer qu'on a de l'argent, on aime bien gagner notre vie, mais c'est normal, je dirais, ils n'ont pas honte de parler d'argent, et c'est quelque chose d'important. Donc voir ce qui fait que le personnel faisait peut-être plus de recommandations, plus de prescriptions pour vendre des services, proposer des cartes SIM, etc. Et ça, c'était vraiment un laboratoire, cet hostel, est toujours à l'écoute, savoir voir les choses, comprendre comment fonctionnent, comment interagissent les acteurs, les clients, mettre toujours les clients au cœur de nos préoccupations. Parce que vous voyez, au Vietnam, il y a une chose qui est importante. Le client, c'est le roi. C'est vraiment le roi. Ça peut être choquant parfois pour un occidental. Quand vous allez au restaurant, vous n'avez pas besoin de dire bonjour au restaurant. Vous n'avez pas besoin de vous dire s'il vous plaît au restaurant. Vous êtes le roi. Et le personnel ne le perçoit pas comme une impolitesse. Évidemment, pour bien faire, on met quand même les formules de politesse. Mais de façon générale, on ne s'embarrasse pas au Vietnam
de détails comme ça. Déjà, en tant que client, vous venez dans mon établissement, déjà, je dois vous remercier. Vous êtes mon client, quel que soit ce que vous allez me prendre, ce que vous allez me commander, vous êtes. Alors qu'en France, on a perdu cette notion de service. Et même moi, qui étais directeur de l'expérience client en France, et qui a aussi appliqué des notions d'expérience client pour mon restaurant, je finissais par mettre des restrictions vis-à-vis de mes clients. Alors, les restrictions, c'est quoi? C'est les horaires. On est aux 35 heures en France, donc il fallait compresser les agences. On n'était plus à l'écoute du besoin client. Chaque service qui même ne coûtait rien était payant. Voilà. Au Vietnam, le service est roi. Vous achetez quelque chose, on vous le livre. Hein, vous circulez en 2 roues, il y a quelqu'un qui vous livre quelque chose. Moi, j'ai acheté un ventilateur une fois, un gros ventilateur. Il y a quelqu'un qui m'a suivi pour aller l'amener chez moi. En France, tu achètes ton ventilateur, tu te démerdes. Et encore, on ne te déplace pas sur le parking. Des fois, tu vas le chercher, tu le prends, c'est take-away, et puis c'est tout. Aujourd'hui, au Vietnam, c'est fou. Le service qu'on met au centre, à contrario, vous allez à Singapour, qui c'est très occidentalisé, n'a plus cette même notion de service, tout est payant. C'est assez épouvantable. Et donc, l'hôtel devait offrir des services. Alors, à contrario, il y avait beaucoup plus de services payants, mais bon, étant donné que la prestation s'adressait à des Occidentaux, ce n'était pas choquant. Mais si ça aurait été pour des Vietnamiens, il y aurait eu peut-être des choses un petit peu choquantes. Voilà. Donc, il faut bien voir quelle est la cible, le persona de tes clients pour adapter, évidemment, ce service. C'est la première expérience au Vietnam, ça m'a donné des baffes, vraiment des baffes comme vous ne pouvez pas imaginer. Alors, c'est pas physique, hein, évidemment, mais ça a été un choc pour moi et qui fait que quand je suis revenu il y a voilà, plus de 10 ans, hein, quand je vous parle de ça, il y a plus de 10 ans, donc ça veut dire que je revenais dans mon travail. Et je reprenais tranquillement mon métier, etc. Mais ça m'a perturbé énormément cet état des choses. Parce que tout simplement, j'ai appris plusieurs choses au Vietnam. Si vous croyez que vous avez compris quelque chose, en fait, vous n'avez encore rien compris. Vous n'êtes au début de quelque chose que vous comprenez et que vous êtes encore loin de la maîtriser. Parce que je n'étais pas formaté, je n'étais plus formaté comme les Vietnamiens natifs ici. Ça, c'est une chose qui m'a un peu perturbé, cette situation-là, parce que en France, j'ai eu pendant des années une difficulté de me dire que j'étais français, parce que, évidemment, quand je me regardais dans mon miroir, je ne me ressemblais pas comme un Français de pure souche. Et quand je suis venu au Vietnam, pourtant, je me suis dit, c'est mon pays, eh ben, je ne me sentais pas plus vietnamien, parce que je n'avais plus d'état d'esprit du Vietnam. Et pourtant, quand je me regardais, je dis, ben, je suis vietnamien, il n'y a pas de souci. Et donc ça a été très troublant pour moi. Cependant, ça m'a permis de rebondir sur plusieurs choses. Ça, c'est tout à fait intéressant. Premièrement, c'est de dire, j'ai envie de sortir de mes zones de confort. Je veux apprendre. Je veux réapprendre. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. On pourrait dire, l'avenir est derrière moi. Mais aujourd'hui, l'avenir est encore devant moi parce qu'il y a des connaissances à acquérir. Et aujourd'hui, j'arrête pas de découvrir. Hein. Sortir de ces zones de confort est une expérience tout à fait fabuleuse, autant au niveau personnel, tant au niveau de l'entreprise. Je m'explique. Là, au niveau personnel, j'ai fait une reconversion complète. Hein. Aujourd'hui, j'étais cadre supérieur dans de grosses entreprises. Maintenant, depuis 2022, j'ai repris les chemins de l'école. J'ai passé un bachelor en digital. Et aujourd'hui, je suis manager QA, qualité automaticien, pour une boîte digitale. Alors, comme quoi la boucle est bien faite. Pour une boîte digitale qui fait des applicatifs bancaires. Et notamment pour une ancienne entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Et donc, évidemment, je n'y connaissais rien, même si je connais l'évolution, j'ai vécu toute l'évolution informatique, puisque j'ai vécu depuis les années 2000
l'évolution de l'informatique, hein, entre le vieux micro, le 386, le 486. Alors pour les jeunes, ça ne leur parle pas, avec des disquettes 5 pouces 1 quart ou 3 pouces et demi, pour lesquels, évidemment, quand on oubliait de sauvegarder, tout était perdu. Moi, j'ai connu cette révolution informatique, après digital et numérique. Et aujourd'hui, je baigne en plein dans le monde digital et numérique, puisque aujourd'hui, sans rien connaître, sans absolument rien connaître du code, je fais des applicatifs d'automatisation pour éprouver des applicatifs bancaires, hein, pour trouver des bugs, puisque j'aime bien, il y a une chose que j'aime bien faire, c'est trouver la petite bête qui va faire tout péter, et c'est un peu ludique pour moi. Bref, ça, c'était pas... Alors, sortir de ma zone de confort, vous voyez, me permet évidemment d'apprendre tous les jours ce que je ne comprends pas, ce que je ne connais pas, et d'être le meilleur dans ce que je fais, dans mon métier. Sortir de la zone de confort pour l'entreprise, évidemment, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, opérer le changement, mais opérer le changement d'une autre façon, hein. Pas appliquer des modèles pour lesquels il y a eu des grands modélisateurs pour vous dire il faut faire ci, que l'organisation c'est comme ça, et ce ne sera pas comme ça, ce sera pas comme tu le penses, mais ce sera comme ça. Mais l'organisation change, pas en fonction des modèles qu'on vous applique, mais par rapport à votre périmètre, votre personnel, vos équipes. Et ça a été toujours une lutte compliquée avec les comités de direction en disant moi je n'appliquerai pas les mêmes modèles d'organisation ou de principes managériaux ou par exemple au niveau commercial. Pour ceux qui connaissent un petit peu les choses, quand on est directeur commercial, il y a ce qu'on appelle des actes de management à des rythmes, avec des routines, des réunionites, des entretiens, des évaluations, des performances, etc. Moi, ces modèles-là, j'ai toujours lutté et j'ai appliqué d'autres façons, plus en cohérence, plus en cohésion avec mes équipes. Et mes équipes me soutenaient et ils m'apportaient la performance que j'attendais et qui était attendue par rapport à leur métier. Et ça, c'était quelque chose d'énorme. Et le Vietnam m'a appris beaucoup de choses dans ce domaine-là. C'est l'adaptabilité. Tu ne connais pas, écoute, regarde, ne juge pas, n'aie pas d'a priori. Tout est possible au Vietnam. Tout est possible. C'est vrai que tout est possible. Mais il faut trouver comment. Il ne faut pas être brutal. Mais par contre, il y a une chose que j'apprends au Vietnam, c'est que si tu as une idée, eux, ils ne discutent pas. Ils ne font pas des réunions autour de la question de l'idée. L'idée est bonne ou mauvaise, ils font. Si vous êtes le leader, ils fonceront avec vous. Hein, parce que pour eux, ils sont un leader, ils ont confiance, ils vont foncer. Et donc ça, c'est pas possible. En France, c'est pas possible. Il faut d'abord convaincre. Hein, passer notre temps à convaincre. Alors, en haut, en bas, de travers, de côté, convaincre pour dire que votre idée, elle peut être mise en application rapidement, à moindre frais, moindre coût, et qu'il faut tester. Et surtout, une chose intéressante au Vietnam, c'est qu'ils testent. Ils n'arrêtent pas de tester. Je vous donne un exemple du fait qu'au Vietnam, il y a moins de réglementation que par rapport en France, en Occident. Les gens, tout le monde a la capacité de tester un business. Hein, et si vous échouez, c'est pas grave. C'est la vie, la terre continue. C'est pas compliqué. Simplement, ce qui est effarant au Vietnam, c'est que du jour au lendemain, vous pouvez avoir un petit camelot au bas de la rue, hein, qui vous vend des petites choses, de la nourriture, de la street food, vend des choses. En fait, il teste. Ça marche, il est toujours là. Si ça ne marche pas, il n'est pas là. Moi, quand j'avais monté le restaurant en France, je me souviens, alors d'abord ouvrir le compte chèque de l'entreprise, et il fallait que je monte un dossier.
un dossier, le business plan sur 3 ans, l'analyse, faire le SWOT, faire l'analyse de marché, et tout est concis. Donc moi j'avais remis au banquier le petit livret devant lui et de dire, bon, est-ce que vous me suivez? Tout ça. Et puis pour lui faire plaisir, j'avais pris un prêt bancaire alors que j'en avais pas besoin. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'avant de commencer votre business, déjà vous montez des dossiers, et puis ensuite, il faut vérifier que votre entreprise réponde bien aux normes, machin, etc. Que ça, tout est nickel. S'il faut faire des investissements, vous n'avez pas fait votre premier euro de chiffre d'affaires. Vous devez mettre d'abord aux normes le truc. Vous devez payer telle taxe, telle taxe, telle taxe. Au Vietnam, quand vous voulez faire un petit business, essayer un petit business, personne ne va vous faire chier sur le sujet. Tu t'installes au coin de la rue, ça marche, tu continues. Ça marche pas, bah tu remballes ta camelote et tu fais autre chose. Et ben ça, je trouve c'est cette façon d'adaptabilité qui est tout à fait extraordinaire au Vietnam. Et ça c'est quelque chose qui me sidère à chaque fois. Je dis, putain, il s'est monté encore un truc là. Et, alors des fois, il y a des personnes avec qui je vis, ils me disent, oh, ça va pas durer longtemps. Puis effectivement, 15 jours, 3 semaines après, c'est plié. Mais voilà, ils ont essayé. Et c'est ça qui fait que moi, j'apprécie énormément cette vitalité qu'il y a au Vietnam. Après, évidemment, quand vous faites un business au Vietnam, vous êtes copié. Mais cependant, pour moi, si vous êtes copié, je dis, c'est super. Ça veut dire que, un, votre idée est bonne. Deux, qu'il y a du potentiel. Et dans ce fait-là, moi, ce que j'ai dit toujours, si effectivement que quelqu'un vous suit, vous avez déjà, de toute façon, une longueur d'avance. C'est que vous connaissez votre business et vous devez toujours avoir 3 longueurs d'avance. Donc, il faut essayer d'imaginer, de pousser, je dirais, les limites de votre activité et de dire, bah, je vais faire autre chose. Donc, par exemple, pour toi, Nicolas, moi, je m'interdis complètement de dire, est-ce que je crois à ton activité, pas ton activité, ce que tu fais, c'est bien, pas bien, etc. Moi, aujourd'hui, au Vietnam, j'ai tellement de leçons que j'ai reçues qui fait que je ne juge personne. J'évite de dire que c'est pas possible. Si vous y croyez, si vous avez la foi en vous, si vous avez l'énergie pour le faire, je dis, ben, c'est super, c'est nickel. Moi, j'admire. Et par rapport à mon travail, je pourrais dire, oui, dans quelques années, rapidement, je vais pouvoir partir à la retraite. Non, je n'ai pas envie de partir à la retraite, j'ai simplement envie de continuer à travailler, de connaître, de vivre de nouvelles expériences. Ça, c'est quelque chose tout à fait extraordinaire. Est-ce que tu veux parler de cette claque? Cette claque concrète? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au Vietnam pour de vrai? Tu veux que je parle au moment où j'arrive avec mes 2 valises au Vietnam? Ah, moment intéressant. Moment terriblement intéressant. Alors, le retour, je me souviens très bien que c'était en 2022, la décision de retourner. Alors, faut savoir que la décision de retourner au Vietnam n'a mis que 6 mois. 6 mois, hein, puisqu'à l'époque, j'avais encore le restaurant, j'étais en passe de le vendre, puisqu'on était entre 2 confinements. Donc, j'avais réussi à vendre le restaurant. Et puis c'est là que j'ai dit, c'est plus possible. Pour moi, c'est ce pays où tout est réglementé, tout est suivi. Bref, donc ça m'a pris que 6 mois en disant, c'est bon. On aurait tout pour être heureux en France. La France est un pays merveilleux. On pourrait être heureux, mais on n'est pas heureux. Au Vietnam, il manque encore des choses, mais malgré tout, ils sont heureux et ils ne se posent pas de questions. Donc moi, j'ai dit, c'est bon, je fais le pas. J'ai même pas cherché à regarder sur les réseaux sociaux, se dire comment on fait une expatriation, quels sont les risques de l'expatriation. Je me suis pas posé de questions. Et c'est ça, en fait, je pense, qui doit nous guider dans notre façon de faire aussi les choses. Si on se pose trop de questions, on passe dans l'inaction. Et l'inaction nous tue. Et l'inaction me tuait à petit feu. Et en l'espace de 6 mois, j'ai décidé un certain nombre de choses, de dire, je me forme. Et comme j'ai la possibilité de me former à distance,
Je dis que je me forme ici ou à Tatanouine-les-Oies. Pour moi, ce n'était pas un problème puisque j'ai passé mon bachelor digital en un an avec des cours en ligne. Ça n'a pas été facile, mais bon. Et deuxième chose, j'ai dit au moins, il y a une chose que je veux apprendre, c'est quand même un petit peu apprendre le vietnamien. Donc j'avais commencé à apprendre aussi des cours en ligne de vietnamien avec une professeure vietnamienne online. Alors ça, je ne vous dis pas, pour commencer, c'est top, mais bon, ça m'a donné quand même quelques bases, malgré tout. Et après, se posait le problème, mais qu'est-ce que je fais de tout ce que j'ai de mes affaires, tout ce qu'on a accumulé, hein. Vous pouvez imaginer, 40 ans d'existence. Et puis on se rend compte on n'y tient pas forcément. Moi, quand je prends beaucoup de recul, alors aujourd'hui, à l'ère digitale, il y a beaucoup de choses qui permettent de raccourcir tout ça. Je m'explique. Les photos. Avant, on avait des albums de photos de tous les côtés. Ben, j'ai tout numérisé. Hein, tout ce qui était des photos pour lesquelles je tenais, tout ça, etc., j'ai numérisé. Donc, je peux maintenant à volonté les retrouver dans mon cloud. J'avais des archives de papier importants, hein, des papiers, parce qu'en France, on aime bien aussi le papier. J'ai tout archivé, tout dans des papiers. Et tout, finalement, à un moment donné, le résumé de ma vie, ça a été un choc aussi épouvantable pour moi, c'est de me dire, tout est dans une disquette. Et je me dis, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien quasiment. Si j'ai besoin d'informations, j'ai juste besoin de mes papiers physiquement, de faire le nécessaire avec ma banque, évidemment avoir un peu d'argent et d'avoir quelques vêtements. Mais en fait, on n'a besoin de rien. On peut arriver au Vietnam avec 2 valises. J'aurais pu prendre qu'une valise, hein, sauf que, évidemment, j'avais pris quelques petites choses pour la famille, tout ça, etc. Mais bon, donc ça, c'est une chose qui est le plus compliquée quand on fait une expatriation, c'est de se dire qu'est-ce que j'emporte et de faire la rupture avec le passé, pas dénigrer le passé, faire la rupture avec le passé. De dire ça, c'est pas à peine, j'y tiens pas. Et pourtant, j'avais une moto, j'avais une voiture, j'avais ceci, j'avais plein de choses. Donc ça, je me suis tout débarrassé et je me rends compte que le matériel, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, je pense, c'est l'humain et c'est développer soi-même. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Ho Chi Minh, je ne réalisais pas que je n'avais pas pris de billet retour. Et pour les premiers instants, ça paraît un petit peu, hein, entre guillemets, les vacances, on va le dire comme ça. Mais vite, pour moi, la réaction, c'était de dire non, tu n'es pas en vacances aujourd'hui, c'est ta nouvelle vie. Et fais ce que tu as envie de faire avec ta nouvelle vie. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui se posent des fois des questions. Vous trouverez toujours des personnes pour vous dire il est complètement givré, complètement taré, il est inconscient, etc. Et finalement, c'est bien, vous vivez votre expérience, faites-le, allez, foncez. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a surtout pas d'âge. Vous êtes jeune, vous avez l'avenir devant vous, vous avez un boulevard devant vous, vous êtes un peu plus âgé, la vie n'est pas terminée. Au contraire, c'est une nouvelle vie. Et il faut, par contre, avoir envie de faire l'effort de comprendre, d'apprendre, et puis d'être ouvert au monde. La chose la plus importante, c'est cet espace d'ouverture. Alors, à la fois, évidemment, quand on est au Vietnam, c'est la langue. La langue, il a fallu que je la réapprenne. J'étais à l'université, j'ai pris des cours du soir. Je continue toujours à apprendre comme je dis toujours, tous les jours, c'est mieux qu'hier. Commence à comprendre les gens, à discuter avec les gens. Voilà. Je réapprends aussi l'anglais, puisque pour mon métier, j'ai des réunions en anglais, en vidéo. Donc, j'écris tout en anglais. Donc, il a fallu aussi que je réapprenne l'anglais, hein, puisque en France, on a la culture linguistique qui est tellement terrible que le français, c'est le centre de l'univers et les autres langues, ils n'ont qu'à suivre. Non, c'est cet esprit, entre guillemets, colonialisme n'a plus lieu d'être. Par contre, soyez à l'écoute des changements qu'il y a autour. Hein. Il n'y a pas que vous au milieu de l'univers. C'est pas vous au milieu de l'univers, c'est le monde qui est au centre et qu'il faut suivre. Et donc, moi, j'apprends toujours
à observer, à comprendre les gens. Après, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai trouvé une entreprise au Vietnam qui m'a embauché pour venir QA. Mais je leur ai dit, mais vous m'embauchez, mais je n'y connais mais absolument rien. Mais quand je dis absolument, imaginez, vous travaillez dans une boîte de IT où il n'y a que des développeurs, et puis vous débarquez, on va vous parler de ça, mais je dis, ça existe ça, votre truc je savais même pas que ça existait. Il me dit, oui, ça existe, il n'y a pas de souci. Je dis, mais pourquoi vous voulez m'embaucher? Et puis vous savez qu'il y a des jeunes pour faire ça. Et en plus, évidemment, ils ne savaient pas quel âge j'avais, je n'avais pas mis mon âge sur mon CV. Et ils avaient calculé en fonction du parcours que j'avais décrit, en disant que lui, il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune. Et quand ils m'ont vu, la première question qu'ils m'ont posée, c'est de dire quel âge j'avais. J'ai dit, ben voilà, j'ai ça. Mais, mais ce qui leur a plu, c'est que je ne leur parlais pas de mon passé, je leur parlais de mon avenir. Et il me dit, on s'en foutait que vous n'ayez pas eu connaissance en digital. Mais après, ce qu'ils ont apprécié énormément, c'est vraiment la capacité de rebondir, la capacité de m'adapter, la capacité de comprendre, la curiosité, parce que c'est surtout ça qui est importante. Alors on me disait toujours, ouais, mais tu poses trop de questions. Je dis, excusez-moi de poser des questions, mais j'y connais rien, donc il faut que je pose des questions naïvement. Alors c'était vraiment des questions naïves. Alors pour les développeurs qui me regardaient, et certains pensaient que oh, ça va être dur avec lui. Mais aujourd'hui, alors vous savez, c'est cette fameuse réflexion, lui, il est long à comprendre. Oui, mais je suis peut-être long à comprendre, mais quand j'ai compris, je suis une bombe atomique. Effectivement, aujourd'hui, je suis très autonome dans mon métier et j'ai la chance de travailler pour donc une entreprise vietnamienne, mais pour un client exclusif en France. Donc, qui travaille avec plusieurs collaborateurs dans le monde, ce qui fait que dans les réunions, j'ai des collègues qui travaillent en Inde, qui travaillent au Kazakhstan, qui travaillent en Russie, etc. Donc voilà, et ce qui me plaît, c'est voilà, c'est cette relation humaine que l'on a entre toutes ces personnes et que finalement on finit par se comprendre et adapter nos modes de travail, de pensée tout à fait intéressantes. Donc cette expatriation, évidemment, je ne regrette rien. Et comme je te dis toujours, Nicolas, il faut vivre les choses pour ne jamais regretter. Hein. Si tu as le moyen de vivre les choses, vis-les à fond. Te pose pas de questions. S'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose qui est contre ta façon de penser et que tu es en accord avec toi-même et que ta femme te suit, tout ça, etc., que vous êtes heureux, je trouve que c'est important. Après, la fortune viendra. Faut trouver chacun sa voie et pas faire ce que moi, pour lequel j'ai vécu. Toi, je m'interdis surtout la lutte intergénérationnelle, hein, de dire ma génération est meilleure que la tienne. Non, vous êtes très bon dans ce que vous faites. Il faut qu'on arrive à vous comprendre. Moi, des fois, je te comprends pas. J'évite, quand je te comprends pas, j'évite de te juger, j'évite de dire que t'es fou, non, t'as une pensée, et parfois je te comprends pas, je n'arrive pas à te suivre, je n'ai pas les idées adaptées pour toi, mais par contre, je suis ton instinct. Moi, j'ai eu plein d'idées dans mon passé pour lesquelles je n'ai jamais suivi mes instincts, et Dieu sait que je pense, en suivant mes instincts, j'aurais été beaucoup plus riche, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas heureux. Hein. Voilà, donc c'est simplement ce qui est important, surtout un pays comme le Vietnam pour lequel la vie est agréable, hormis quand il y a le typhon, tout ça, etc. Même si des fois il fait trop chaud, la vie est plutôt agréable et pas désagréable. Moi, j'aime bien regarder la rue, c'est une comédie humaine tout à fait intéressante. Après, faut s'extirper de certaines normes qui nous ont pollués. Hein. Voilà, faut pas être choqué de ce qui se passe.
Faut pas être choqué de la pauvreté, faut pas être choqué des marchés, faut pas être choqué de la circulation, faut pas être choqué de tout ça. Non, il faut au contraire vivre à fond parce que c'est une expérience tout à fait intéressante et il faut l'adapter à votre entreprise, il faut l'adapter à votre activité tout le temps pour ne jamais sombrer dans la routine, sombrer dans des formats préétablis, tout ça, etc. Donc voilà, donc ma conclusion, il faut foncer, continuer. Si vous aimez ce que vous faites, tant mieux. Si les gens ne vous comprennent pas, tant pis. C'est- voilà, donc moi, j'ai pas de leçons à donner aux gens. J'ai peut-être des recommandations, mais pas de leçons à donner. Et au contraire, chaque jour, je reçois une leçon à chaque fois.